Bonne journée à tous. Dans le cadre d'une opération de sécurisation routière pilotée par la préfecture de Corse du Sud à laquelle le parquet d'Ajaccio a été associé, une opération de contrôle des chauffeurs de cars scolaires et de transport public de personnes a été affectée ce lundi à Ajaccio. Le procureur de la République précise qu'il s'agissait dans le cadre de cette opération de détecter d'éventuelles conduites addictives au volant. Les services de police et de gendarmerie ont ainsi contrôlé un chauffeur de cars scolaire qui amenait plusieurs enfants au collège du Stiletto et il s'avérait que celui-ci était testé positif aux produits stupéfiant, indique Nicolas Sept. Interpellé, le chauffeur de car scolaire était placé en garde à vue et entendu sur les faits qu'il reconnaissait, a précisé le procureur. Il était à l'issue de sa garde à vue immédiatement déféré au parquet en vue d'une comparution à délai différé qui aura lieu le 13 février. Dans l'attente des résultats des analyses toxicologiques définitives, le chauffeur a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout véhicule à moteur et d'exercer une activité en lien avec le transport de personnes. Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé ce lundi à Bastille, en Haute-Corse. Ce dernier, alcoolisé, était en possession d'une arme et déambulait dans le centre-ville, interpellant les passants, voire même les menaçant. Ce sont d'ailleurs ces mêmes passants qui ont contacté la police. Cet homme a été placé en garde à vue au commissariat de Bastille. La mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse portée par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de l'Assemblée nationale se déplacera en Corse les 5, 6 et 7 février prochains. Après l'audition de différents ministres et de constitutionnalistes, la mission d'information effectuera son premier déplacement en Corse depuis la nomination du Premier ministre François Bayrou. La première journée de déplacement, le mercredi 5 février, sera consacrée à une réunion de travail avec le Conseil exécutif de Corse à Bastille, puis se poursuivra par une rencontre avec les acteurs économiques au siège de la CCI de Corse. Elle s'achèvera par une rencontre avec l'Association des maires de la Haute-Corse et les élus du bureau de la Chambre des territoires. Les jours suivants, les échanges se poursuivront à Ajaccio avec les groupes politiques de l'Assemblée de Corse. Une table ronde sur la langue corse se tiendra également. La délégation se rendra par ailleurs à Oceane afin d'échanger avec l'Association des maires de Corse du Sud ainsi que les élus du bureau de la Chambre des territoires. La visite se conclura par 2 réunions, la première avec la présidente et les vice-présidents du CESEC et la seconde avec les syndicats de salariés. Alors que François Bayrou, le Premier ministre, a eu recours, comme son prédécesseur, au 49.3 pour passer en force avec son budget, des amendements importants pour la Corse ont été adoptés, avec cette fois-ci une volonté gouvernementale plus affirmée que sous Michel Barnier. En effet, la rallonge de dotation de continuité territoriale a été validée par amendement à hauteur de 50 millions d'euros. Un autre amendement exempte, quant à lui, les Corses de surtaxe écologique sur les billets d'avion, ce qui aurait représenté une inflation de 14 € par billet. Encore faut-il que François Bayrou passe le cap de la motion de censure déposée par la France Insoumise. Cette fois-ci, le non-soutien du Parti socialiste à cette motion devrait permettre au gouvernement de rester en place pour appliquer ce budget. On écoute le sentiment de Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse. Ça a été l'objet de très longues tractations. Moi, j'ai pu profiter du fait que je suis co-rapporteur du budget et que j'ai des portes ouvertes à Bercy pour pouvoir discuter en tête-à-tête avec les deux ministres, avec Lombard et avec Montchalin, présenter les arguments de la Corse, qui sont des arguments réels, c'est fondé. Qu'est-ce que je vous dise, la continuité territoriale, l'enveloppe n'était plus révalorisée depuis 2009. Quant au billet d'avion, parce que là aussi ça a été un autre grand succès, c'est le fait que la surtaxe sur les billets d'avion ne s'appliquera pas à la Corse. Billets d'avion, j'ai dit comment la Corse finance les billets d'avion, vous allez prendre d'une main ce que vous donnez de l'autre. C'est absurde, c'est une usine à gaz. Donc, ce sont des arguments qui ont fini par porter malgré les lourds problèmes budgétaires de la France. Moi, je suis content ce soir. Ce qui veut dire que sur ce dossier-là, finalement, la dissolution aura été un mal pour un bien, puisque ça a permis de remettre sur le tapis le dossier. Oui, non, mais moi, mon amendement avait déjà été adopté au début, quand on a examiné la loi des finances, dans l'hémicycle. Si vous vous rappelez, les 2 amendements que j'avais présentés avaient été adoptés par les députés, même si le ministre avait essayé, c'était Saint-Martin à l'époque, avait essayé de freiner, et les députés m'avaient suivi. J'avais plaidé pas mal, hein. Non, mais c'est une bonne chose. Moi, je suis content. C'est un double succès, même un triple succès, parce que la taxe sur les activités polluantes en Corse est amputée de 20% aussi. Ça veut dire que tout simplement, cela vient rétablir, selon vous, une forme d'équilibre entre la Corse et le continent, parce qu'aujourd'hui, l'avion, c'est le train que la Corse n'a pas, c'est ça ?
Forcément, le plaidoirie était facile à faire. Hein. C'était de dire, regardez, en Corse, c'est une île, peut-être vous ne le savez pas, et c'est facile de comprendre que prendre l'avion, c'est pas un luxe, y compris pour les malades, y compris pour les étudiants, et y compris pour tout le monde. Il n'y a pas que les touristes. Hein. Donc, oui, non, c'est un argument qui a porté aussi. Mais c'était pas facile. Hein. Il faut comprendre que la France est un pays qui emprunte 1 milliard tous les jours pour vivre, et que donc, pour arracher des concessions, il faut être persuasif, quoi. Un dernier mot sur la situation politique en elle-même. On sait que voilà, il va y avoir une motion de censure de la part de la France Insoumise, mais visiblement cette fois-ci, elle ne devrait pas passer puisque le Parti socialiste a décidé de ne pas suivre. Selon vous, c'est un bon signal pour pouvoir travailler plus tranquillement, peut-être? Non, ça n'engage pas l'avenir. On est dans une situation très instable. Et on travaille au coup par coup. Ça engage cette fois-ci, effectivement, ça donne une vie un peu plus prolongée pour le gouvernement actuel, ça c'est sûr. Le fait que les socialistes, au terme de très longs débats d'ailleurs, ont décidé de ne pas soutenir la motion de censure, mais ça n'engage pas sur d'autres lois qui vont arriver. Qu'est-ce que je vous dis? On verra. Hein. Il faudra travailler au coup par coup. C'est la composition de l'Assemblée nationale qui veut ça. L'INSEE a révélé une étude dans laquelle nous apprenons qu'en Corse, 40% des salariés perçoivent un bas salaire annuel, contre 31% au niveau national. Cette étude réalisée en 2022 est établie sur la situation de 45 500 salariés insulaires qui perçoivent un revenu salarial inférieur à 15 290 € par an. Avec 40% des salariés, la part de bas revenus est la plus élevée de l'Hexagone, du fait d'une saisonnalité de l'emploi souvent cumulée à une moindre rémunération horaire, écrit notamment l'INSEE. Ces salariés sont nombreux à travailler dans le commerce, l'hébergement et la restauration. Les femmes, plus souvent à temps partiel, et les jeunes sont les plus concernés. Cette situation est particulièrement fréquente dans les intercommunalités rurales de Speluncagliamone, l'Orient et le Nebu Concadoru, précise notamment l'INSEE. Vendredi dernier, un nouveau protocole départemental de lutte contre les violences intrafamiliales a été signé en Haute-Corse. De nombreux partenaires, près d'une vingtaine, étaient présents, signe de partenariat large et efficace, selon le préfet de Haute-Corse, Michel Prozic. Le but d'un tel protocole est d'avoir un socle commun d'intervention, de la détection à l'accompagnement par l'hébergement ou l'aide financière, par exemple. Un besoin toujours aussi prégnant, malgré, pour la première fois depuis 2020, et l'explosion des signalements pendant la période Covid, une baisse des signalements l'an dernier. 732 victimes déclarées ont été répertoriées en Haute-Corse en 2024 contre 759 en 2023. Pour le préfet d'Haute-Corse, la prévention est importante suite à la banalisation sur les réseaux de cette violence. Ainsi, la parole peut être saisie un peu partout, y compris hors commissariat et gendarmerie. Selon Michel Prozic, ce protocole 2025-2027 est fait pour être au rendez-vous de la parole des victimes et de leur prise en charge et faire en sorte que la situation ne se reproduise pas. On écoute Michel Prozic, préfet de Haute-Corse. C'est une problématique qui est fortement présente, notamment post-Covid, où on a vu des faits certainement plus importants se produire, mais surtout, on a enfin une libération de la parole. Et nous, notre rôle collectif, c'est de faire en sorte que État, collectivités, associations, hôpital, CAF, tous les partenaires réunis, on mette en place un dispositif quand la personne a le courage de dénoncer, qu'elle puisse être prise en charge de manière professionnelle et complète. Complète sur les aspects de santé, sur les aspects pécuniaires, sur les aspects d'insertion dans le travail si nécessaire. Et surtout qu'on lui reconnaisse ce statut de victime. Et là, qu'on puisse agir tous ensemble. Le président de la République a décrété à son arrivée en 2017 la lutte contre les violences intrafamiliales comme étant une politique prioritaire, une politique nationale prioritaire. Nous nous sommes emparés de ce sujet très vite et nous avons organisé le partenariat, mais nous essayons à chaque fois d'aller plus loin. Cette année, on crée un accueil de jour au sein du centre d'information départemental pour le droit des femmes. Nous mettons en place une aide pécuniaire avec la CAF. Nous essayons toujours de compléter sur la base de l'expérience des années précédentes et sur la base des nouvelles politiques publiques qui sont développées, des nouvelles lois qui sont mises en place et des nouvelles possibilités qui nous sont offertes pour aller plus loin. Aujourd'hui, dans le département de la Haute-Corse, on est opérationnel, on est présent. L'année dernière, nous avions en 2024 732 personnes qui ont été victimes de violences intrafamiliales. Nous en avions 759 l'année précédente. C'est la première année où on a des chiffres qui baissent. C'est une statistique, moi, qui ne m'effraie pas aujourd'hui. Je souhaite simplement que la parole se libère et que on passe de plus en plus
de personnes qui sont dans des côtés invisibles, qui n'osent pas porter plainte, qui n'osent pas lancer la mécanique. Et nous, on essaie de faire en sorte qu'elles le fassent et de leur donner le courage de le faire, parce que nous, en face, on est organisé pour recueillir la parole et accompagner les victimes. Les années précédentes, on avait des augmentations de l'ordre de 20% d'une année sur l'autre. Là, nous avons cette petite baisse. C'est pas pour autant que nous allons baisser les bras. Au contraire, nous, notre rôle, c'est de donner le courage aux femmes, aux enfants, aux hommes parfois également, de venir, de dire et d'être accompagnés correctement. Justement, pour la révélation des faits, le contexte peut être très, très différent qu'on vive à Bastia ou au fin fond du Niol. Aujourd'hui, comment on fait pour que le maillage territorial ne soit pas un problème pour les femmes et toutes les personnes qui voudraient dénoncer ces faits? Aujourd'hui, nous sommes opérationnels parce que nous avons des vigies un peu partout sur le territoire. Les gendarmes, les policiers ont été formés. On a des associations qui se déplacent. On a des associations qui existent dans quasiment toutes les parties du territoire. On a les équipes pédagogiques qui sont formées, on a les médecins qui sont informés, on a les pharmaciens qui sont formés également. On a la possibilité aujourd'hui de recueillir la parole un peu partout sur le territoire départemental. Et c'est ça notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que partout quelqu'un puisse dire ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, et partout on puisse avoir le relais nécessaire pour ensuite pouvoir rendre la capacité pour nous d'agir. J'ai visité le centre d'information départemental du droit des femmes il y a 1 an. La manière dont elle recevait les victimes était honteuse. On a réglé le problème, le CIDFF a déménagé, on crée un accueil de jour, on développe la structure. Oui, on peut toujours aller plus loin, et on l'a fait, on l'a montré dans le département. Chaque victime a le droit d'être accueilli de manière professionnelle, de manière digne. Nous le devons. Il s'agissait de Michel Prozic, préfet de Haute-Corse. L'un des meilleurs atouts reste la mobilisation très forte du parquet. Celle-ci continue d'appliquer une tolérance zéro dans le domaine avec des moyens importants engagés. Près de 200 personnes ont ainsi été jugées et condamnées en 2024 pour des faits de violence intrafamiliale. On écoute à ce sujet le procureur de la République de Bastille, Jean-Philippe Navarre. D'abord, ce protocole, c'est la réaffirmation de ce que la lutte contre les violences intrafamiliales est une priorité nationale, d'abord évidemment, mais ensuite une priorité locale. D'autre part, c'est aujourd'hui la mise en musique de tous les partenaires sociaux, économiques, pour que le parcours d'une victime, après la révélation des faits, ne soit plus un parcours des combattants, mais qu'elle puisse bénéficier d'une réponse personnalisée. Il y a une question de maillage territorial aussi, pour répondre à tout ça. La Corse, la Haute-Corse, c'est très rural. Comment on fait pour traiter cette ruralité dans ce suivi judiciaire? Cette ruralité, elle se traite par la spécialisation des services, par la spécialisation, par le développement d'antennes de droit dans des secteurs qui sont plus reculés que l'agglomération simplement bastiaise. Dans les services de gendarmerie, comme dans les services de police, il y a aujourd'hui des personnels spécialisés qui sont formés à l'écoute des victimes de violences intrafamiliales. Sans le tissu associatif, qu'il le tissu soit rural ou que le tissu soit urbain, sans le tissu associatif et sans la mobilisation de tous les acteurs, il est impossible, ou en tout cas très vain, de penser qu'on pourra lutter efficacement contre les violences intrafamiliales. Je ne sais pas si on doit parler de faux résiduels. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on peut non pas constater une baisse significative, mais une stabilisation du niveau des plaintes qui sont déposées en matière de violences intrafamiliales, avec des phénomènes qui demeurent inquiétants, notamment le développement peut-être de violences intrafamiliales chez les plus jeunes, c'est-à-dire à l'occasion de premières relations, un comportement déjà violent de partenaires, et qui doit poser question et qui doit nous poser question quant à l'éducation de nos plus jeunes. On sait que sur cette thématique des violences intrafamiliales et sexistes, il y a une véritable politique de tolérance zéro depuis plusieurs années du côté du parquet de Bastia. Comment se traduit-elle aujourd'hui ? Elle se traduit dans les chiffres par un nombre conséquent de condamnations qui sont prononcées par le tribunal correctionnel. De manière significative, il faut rappeler que l'année dernière, près de 200 personnes ont été jugées par le tribunal correctionnel et condamnées par le tribunal correctionnel pour des faits de violence intrafamiliale. 200 personnes ce qui représente plusieurs comparutions par semaine, ce qui représente surtout et ce qui signifie qu'en réalité, à chaque audience de comparution immédiate, une ou plusieurs personnes comparaissent immédiatement après la commission des faits et sont présentés immédiatement devant le tribunal correctionnel pour apporter une réponse rapide à ces faits qui, encore une fois, doivent être considérés en tout état de cause comme parmi les plus graves. On a souvent parlé de dispositifs comme les dispositifs de téléphone grave danger. Est-ce que ça marche aujourd'hui ?
Oui, les téléphones grave danger, les bracelets anti-rapprochement sont des dispositifs aujourd'hui qui permettent de prévenir la répétition d'infractions, la réitération d'infractions, notamment dans les situations les plus délicates ou lorsque les victimes sont confrontées aux profils les plus inquiétants. La dernière journée du mercato d'hiver aurait été mouvementée du côté du Sporting Club de Bastille. Tout d'abord, côté départ, 2 joueurs ont été prêtés. Le premier est Clément Rodriguez. Après un bon début de saison, l'attaquant, arrivé l'été dernier de Concarneau, a baissé progressivement pavillon au fil de la première moitié du championnat, étant de plus en plus inefficace. Il a été prêté avec option d'achat à Barnsley, club de Ligue 1 en Angleterre. Le milieu de terrain Matteo Loubatière, quant à lui, qui ne faisait plus partie des plans du club depuis le début de la saison, a été prêté sans option à Istres en National 2. Côté arrivée, le Sporting enregistre le prêt sans option d'achat. Il y a des conditions avantageuses de l'attaquant du RC Strasbourg, Jérémy Sebas. Âgé de 21 ans, celui-ci a disputé 180 minutes cette saison en Ligue 1 avec le club alsacien. Plutôt joueur de côté, il sait également se montrer en pointe. À noter que le milieu de terrain Gilles Amadjotti a été au centre d'un vrai faux transfert rocambolesque. Une piste pour un prêt semblait être ouverte auprès de l'Eintracht Braunschweig, un club allemand de Bundesliga 2, mais celle-ci s'est avérée être une imposture. Un homme s'étant fait passer pour le directeur sportif du club allemand. Julien Amadjotti terminera donc bien sa saison sous le maillot bleu. Célébration de la Chandeleur, c'était ce lundi dans la cour de l'école Saint-Joseph à Ayatch, où une jolie fête de la lumière qui a mêlé après-midi festive et empreinte de foi. Une messe célébrée en plein air avec la chorale des enfants et un buffet crêpes très apprécié ont rythmé ce lundi après-midi, pas comme les autres. Mais que représente précisément la Chandeleur et quelle portée cette fête a-t-elle auprès des enfants? Micro tendu avec les classes de CM2. Julia, la Chandeleur, c'est une fête, c'est le jour où Dieu se fait présenter à un temple et que quelqu'un le reconnaît. Et c'est aussi le jour des crêpes. J'aime bien les deux, mais les crêpes c'est bon et les chants de l'église j'aime bien. C'est surtout la maîtresse qui nous les apprend et parfois on les apprend à l'église. Je les trouve très jolies. Juliette, à la messe, les crêpes. J'ai beaucoup aimé la messe avec les chants, c'était beau et c'était bien. Moi, tous les autres enfants de la terre, je souhaite qu'ils soient heureux et en bonne santé. Carastel. La Chandeleur, c'est un moment où on mange des crêpes et un moment catholique à Daspeta. Parce qu'on a rendu hommage au papa de la maîtresse. Lia, déjà c'était beau de chanter ce chant pour la maîtresse parce qu'elle est dans un moment de deuil. Du coup c'était beau de lui chanter ce chant à la Chandeleur et aussi parce qu'on a fêté après 40 jours que Jésus est né, comment il est né et aussi les crêpes, c'est trop beau. Déjà quand il est né, c'était beau quand même quand il a donné la paix au peuple, mis l'amour et tout ça à tout le monde et qu'il a voulu faire le bien. Je souhaite qu'il soit toujours dans la joie, heureux et dans la bonne humeur et qu'il soit heureux dans la vie. Sacha, c'est bien parce qu'on chante, on apprend des trucs, on se voit, on mange des crêpes et en plus c'est bien là, pour se voir, entre ensemble, tout ça. On partage l'amour, on partage la joie d'être ici, d'avoir un pape, tout ça. C'est émeute d'avoir ça parce qu'il y en a qui n'ont pas encore ça dans leur vie. Il y en a qui sont quelque part d'autres qui n'ont pas cette chance. Là et nous on l'a au moins. Et c'est bien pour notre école, pour tout le monde. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose, quand tu le vois, tu émeutes, tu te dis est-ce que c'est vraiment le pape, parce qu'en fait on ne sait pas si c'est lui parce qu'on a l'impression devant le pape ici, c'est bizarre pour le peuple ajaxien parce qu'on est là, on est ici, heureusement qu'on est ici parce que sinon on l'aurait pas vu et ça me touche au cœur de voir un pape ici à Ajaccio qui est venu. Victoria, pour moi la Chandeleur c'est la présentation de Jésus au temple et c'est ma deuxième fête préférée dans Jésus. C'est Noël. Parce que Noël, je trouve que c'est important parce que c'est la naissance du Christ. Et voilà, c'est que j'aime bien parce qu'on va à la messe, elle est belle la messe. Et c'est pareil pour la messe de la Chandeleur parce qu'il y a plein de bougies et j'aime bien, c'est joli. Oui, c'est la fête de la lumière, voilà. Qu'il soit heureux et qu'il soit joyeux.
le mardi 4 février 2025, jour de la Sainte Véronique. C'est une très belle journée d'hiver que nous avons au programme de ce jour avec un grand soleil brillant dans un ciel bleu. Le beau temps se maintiendra partout, en plaine comme en montagne. Le vent est faible aujourd'hui, les températures très douces pour la saison, jusqu'à 17 degrés pour Bastille, 16 à Ajaccio, 15 à Portivieto, Bunivaggio, 14 à Calvi, Lise, la Corti, Propiavico, 13 à Cervioni, 12 à Sartezzic ou Pietralba, 11 à Prunello di Fiumorbo et Giuliano. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour votre agenda culturel de ce jour.